suis extrêmement fière de vous annoncer que l'univers lui-même valide la création de cette vidéo parce qu'il a suffi que j'allume la caméra pour que le facteur sonne et qu'arrive ma peluche Bubble Tea perdue depuis des semaines. La perfection existe et elle se tient devant vous. Et ne me prenez pas pour quelqu'un de mégalo, je parlais de la peluche, pas de moi. Hello mes petits muffins aux huîtres, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va inaugurer une petite série de recommandations autour de l'automne, autour du bien-être de cette saison qu'on veut douillette, réconfortante, sereine, paisible, tranquille et principalement dédiée à la lecture. Et je me suis dit que pour ouvrir le bal, ce serait plutôt sympa de vous refaire un volet de recommandations de lecture doudou à dégainer quand ça va pas ou quand on veut se mettre dans une bulle, quand on s'est pris la tête avec son patron, quand nos potes nous saoulent, quand notre moitié a décidé d'être relou. Vous voyez un petit peu ce genre de journée nulle où vous rentrez, vous en avez ras le chignon plein les bottes, vous avez juste envie de vous poser avec un bon livre et de prendre un bon shot d'endorphines, d'ondes positives ou alors d'émotions qui vont vous faire vous sentir un peu plus vivant, qui vont vous ragaillardir, qui vont vous permettre de vous ancrer, de respirer et de ressentir. Tout simplement. Et si la rentrée vous a déjà mis un énorme uppercut dans le menton, que vous êtes en PLS ou que vous avez tout simplement des difficultés à vous mettre dans le mood parce que la météo a décidé qu'on était encore en plein mois d'août, pas de panique, j'ai deux solutions pour vous, à commencer par les livres que je vais vous présenter dans un instant, mais aussi, pourquoi pas, en faisant appel au sponsor de cette vidéo que je remercie chaleureusement, puisqu'il s'agit, une fois n'est pas coutume, de la marque Ava & May. Ava & May, je pense que vous commencez à les connaître parce que c'est la troisième fois qu'on a l'occasion de collaborer ensemble pour vous proposer des bougies parfumées, des diffuseurs de parfums mais aussi des sprays d'intérieur pour essayer de coller au plus juste à la tonalité des vidéos mais aussi à l'ambiance des livres que je vous y présente et cette fois ne fait pas exception à la règle. Si vous êtes comme moi, cette période septembre-octobre rime souvent avec nouveaux projets, avec envie de se poser pour réfléchir, pour voir plus loin, pour travailler sur soi, mais aussi pour se recentrer, souffler. Alors c'est sûr à 100%, j'en mettrai ma chemise au feu, que vous allez adorer, tout comme moi, le set Pie Perfection qui est constitué de deux bougies, à commencer par une qui embaume le pumpkin pie et l'autre le strudel à la pomme. Imaginez ces soirées qui rallongent, passer devant votre série préférée avec une petite bougie parfumée allumée dans un coin qui va vous permettre de ressentir toutes ces effluves gourmandes, douces, fruitées avec des pointes de vanille, de cannelle mais aussi de poire, de pommes, tout un tas d'effluves qui se marieront très bien avec une bonne tasse de thé fumant ou un chocolat ou toute autre douceur qui vous passera sous la main, de quoi vous laisser arriver que votre grand-mère a fait de la pâtisserie directement dans votre cuisine et que ces dernières créations sortent tout juste du four, c'est un délice, un pur régal. Avec ces deux petites merveilles, vous en aurez pour plus de 40 heures de combustion, toujours avec des produits cruelty free, vegan, sans produits toxiques, donc c'est parfait dans ces périodes où on est beaucoup plus à la maison, avec moins de possibilités d'aérer, d'ouvrir les fenêtres. Vous savez ce que vous faites rentrer chez vous, vous savez ce que vous respirez, et ça c'est hyper important. Et si ces tonalités un peu sucrées, sirupeuses, c'est pas votre tasse de thé, et que vous êtes plutôt dans l'équipe feu de cheminée, fauteuil en cuir, ambiance un peu plus élégante et un poil plus mature, alors dans ce cas, je vous invite à faire un petit voyage à Cuba avec toute la gamme de produits qui s'appelle la Havane. Là, j'ai le diffuseur de parfum mais aussi la bougie parfumée qui ont été travaillés autour des parfums à base de rose, de bois de santal mais aussi de tabac. Je tiens tout de suite à vous rassurer parce que je vois vos têtes un peu dubitatives et circonspectes derrière l'écran. Non, je n'ai pas craqué mon slip, je n'ai pas fait de chute récemment. J'ai bien dit tabac et non pas cigarette, c'est vraiment totalement différent. Le tabac, c'est une note qui est très souvent utilisée dans des mélanges de parfumerie pour créer des ambiances plus denses, plus complètes, plus matures, pour une présence olfactive assez inédite avec une pointe de notes fumée un peu herbeuse, c'est un véritable délice. Entre la rose et le bois de santal, c'est discret, c'est très bien lié. Pour moi, c'est un peu une ambiance salon avec plein de fauteuils en cuir, avec des coussins mis partout, des tentures, des voilures, des tableaux, le tout dans une ambiance un peu Dark Academia. Les soirs où je fais brûler la bougie La Havane, j'ai l'impression de travailler dans la bibliothèque de Poudlard ou dans un salon un peu cossu à la sauce Downton Abbey. Vous voyez l'ambiance? Et j'ai été la première très surprise d'apprécier autant. Et gros point positif, cerise sur la pomponnette, mon mari qui n'aime pas du tout les saveurs suaves et les notes sucrées adore.
les produits de la Havane parce que justement ça correspond beaucoup plus à ses goûts, à ses appétences, c'est plus discret, c'est moins entêtant, mais ça reste quand même présent et il n'y a pas à dire, ça diffuse une atmosphère à nul autre pareil. Alors si vous aussi vous voulez fêter dignement l'arrivée de l'automne ou souffler après cette reprise bien compliquée, n'hésitez pas à utiliser le code promo PRADAUP qui vous donne droit à 50% sur votre commande mais aussi à 2 cadeaux offerts des 99 € d'achat. Et maintenant qu'on est dans une ambiance cosy jusqu'au bout des narines, je vous propose qu'on repasse au livre. Dans la mesure où je me targue dans la vie d'être une personne gentille et plutôt respectueuse, je me dois de rendre à César ce qui est à César, à savoir que cette idée de faire un deuxième volet de mes recommandations des lectures doudou, qui fait suite à une vidéo d'il y a quelques années que je vous remettrai dans le petit, ainsi qu'en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue, ou que celle que vous apprêtez à regarder ne vous donnera pas entière satisfaction, ou vous aurez envie de plus d'idées lecture, je vous invite à la consulter, et bien sachez que mon envie de réitérer l'exercice a été entièrement motivée par la lecture que je viens tout juste d'achever il y a de ça quelques minutes, juste avant que j'allume ma caméra, et il s'agit bien sûr du tome 11 de Minuscule écrit par Takuto Kashiki et publié aux éditions Komiku. Bah quoi, franchement, vous pensiez sincèrement que je n'allais pas vous présenter l'une de mes séries de mangas tranches de vie doudou par excellence dans cette vidéo? Ce serait bien mal me connaître. D'autant que la couverture de ce tome 11 est particulièrement attrayante et appropriée pour cette vidéo parce que vous avez les ramen, le resto bondé, l'ambiance chaleureuse, les bouteilles de saké, les couleurs chatoyantes de l'automne, bref, tout y est, c'est absolument parfait. Et si jamais vous êtes passé par accident entre les mailles du filet ou que vous avez la mémoire qui fuit, je vous fais une petite piqûre de rappel, ça va être net, précis, efficace, puisque dans cette histoire on va suivre Akumei et Mokochi qui sont deux petites personnes de quelques centimètres à peine qui vivent dans une magnifique forêt, dans un tronc d'arbre qui a été amoureusement aménagé, et on va tout simplement les suivre dans leur quotidien. L'une est une maestro des fourneaux passionnée de couture, de voyage et de nourriture, tandis que l'autre est une artisane hors pair qui travaille à réparer et à construire des maisons, des habitats, des ponts. Bref, son truc c'est le gros œuvre et les deux vivent ensemble, mangent ensemble, arpentent la forêt ensemble, se font de nouvelles amies ensemble. C'est extraordinairement douillet, réconfortant à dégainer pendant une soirée pluvieuse quand vous êtes au bout du rouleau, quand vous avez les cheveux et les chaussettes mouillées parce que vous êtes pris une averse sur le coin du nez, que vous aviez oublié votre parapluie au bureau. On a tous connu ce moment de solitude ultime. Vous vous changez, vous vous mettez dans votre pyjama en pilou, vous faites une bonne tasse de thé et vous vous plongez dans Minuscule et je peux vous garantir que la vie sera douce. Et si jamais dans tout ce que je viens de vous dire, le seul aspect qui a vraiment capté votre attention c'est la bouffe, mais que vous n'êtes pas trop manga par exemple, alors dans ce cas je vous propose de plonger dans un roman coréen qui s'appelle Les Petits Pains de la Pleine Lune. C'est publié aux éditions Piquier et je l'ai lu il y a de très nombreuses années, donc d'un point de vue purement narratif, scénaristique, je n'en ai quasiment aucun souvenir. En revanche, sont gravés en lettres de feu dans mon esprit l'ambiance, l'atmosphère et l'état émotionnel dans lequel je me suis retrouvée à la lecture de ces quelques pages, parce que c'est quand même relativement court, qui était très enveloppant, très positif, avec cette ambiance famille retrouvée, seconde chance, tout en étant gourmand, avec une pointe d'émotion. C'était très bien maîtrisé à mon sens. Et pour vous en dire un petit peu quelques mots, histoire que vous ayez une idée dans quoi vous allez vous embarquer, on va suivre un jeune garçon coréen à la situation familiale plus que compliquée puisque sa mère s'est suicidée et sa sœur le harcèle. Donc pour échapper à ce quotidien tout simplement étouffant, il va s'enfuir et trouver refuge au sein d'une boulangerie qui vend des gâteaux un petit peu particuliers puisqu'il renferme une forme de magie. Vous pouvez les commander en ligne pour essayer de solutionner les différents problèmes qui vous pourrissent la vie, mais attention à ce que vous souhaitez. Alors oui, je vous l'accorde, ce n'est pas l'avis le plus détaillé que j'ai pu vous offrir sur la chaîne, mais faisons confiance à la Alexandra du passé qui garde un souvenir assez ému et tendre à l'égard de ce roman, et tentez l'expérience par vous-même. Pour la prochaine recommandation, vous me pardonnerez d'enfoncer une porte ouverte, mais dans la mesure où on parle de réconfort, de bouffe, de gourmandise et de lecture doudou, je ne pouvais pas ne pas le mentionner, la vidéo était incomplète sans lui. Alors oui, vous l'avez vu passer sous toutes ses coutures, sous tous les réseaux depuis des semaines et des semaines, voire des mois, c'est pas grave, je continue à alimenter sa renommée puisqu'elle est bien méritée à mon sens. Je vous parle bien évidemment de Legends and Lattes de Travis Baldree, publié en français aux éditions Inis, qui nous raconte l'histoire de Vive, une orque guerrière combattante
combattante et très douée dans son domaine qui un jour va décider de tout plaquer parce qu'elle en a marre de guerroyer, elle en a marre de démonter des monstres. Elle veut juste mener une vie tranquille, essayer de s'établir, de se poser, de se créer des racines, un réseau de connaissances et surtout de faire connaître au monde entier la saveur si particulière et le bonheur ultime engendré par le café. Pour ce faire, elle va être accompagnée d'un gnome charpentier, d'une serveuse succube et d'un pâtissier souris. Je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment de la cozy fantasy dans toute sa splendeur, à savoir un univers magique mais sans enjeu grandiloquent, sans quête, sans rebondissement faramineux. On est juste là pour siroter des boissons chaudes, élaborer un menu le plus alléchant possible, attirer de nouveaux clients et rendre la salle toujours plus chaleureuse. Bref, c'est tout ce qu'on demande en termes d'enjeux, d'émotion et de chaleur pour passer l'automne tranquille. Donc si un soir ça va particulièrement mal, vous dégainez Legends and Lattes, vous allumez une petite bougie pumpkin spice et vous serez la personne la plus heureuse de l'univers, rien de moins. Parole de scout. En revanche, si vous êtes à deux doigts de la crise de foie avec tout ce sucre, toutes ces pâtisseries, toutes ces douceurs, dans ce cas, je vous invite à vous plonger dans Le cœur entre les pages, écrit par Shelley King. Et c'est un petit contemporain publié aux éditions Prélude qui nous raconte l'histoire de Maggie, une trentenaire qui vient de se faire virer comme une malpropre de la start-up qu'elle a pourtant lancée elle-même. Et dans la mesure où elle a un petit peu du mal à s'en remettre, ce qu'on peut très facilement comprendre, l'un de ses plus proches amis va décider de l'inscrire à un club de lecture qui a lieu dans une bouquinerie d'occasion qui s'appelle le Dragonfly. Et le bouquin qui va être discuté lors de la prochaine session, c'est L'amant de Lady Chatterley. Et comme Maggie ne le compte pas dans sa bibliothèque, elle va acquérir un exemplaire d'occasion qui se trouve d'ores et déjà dans la librairie. Sauf qu'à l'intérieur s'est glissée une mystérieuse correspondance qui a visiblement agité le cœur de ces deux protagonistes. Et cette découverte va également bouleverser toutes les certitudes de Maggie. Autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas le livre de l'année. Ne vous attendez pas à quelque chose de renversant, d'innovant. C'est assez classique dans les tropes du genre contemporain. Vous voyez très bien le style, l'héroïne qui a quitté son job mais qui va réussir à reconstruire sa vie en changeant un petit peu d'optique, le tout avec de l'aide de gens bienveillants, mais ça a très bien fonctionné, j'ai beaucoup apprécié ce récit très tendre qui se passe dans une vieille bouquinerie. Il y a un petit côté Dash and Lily et cette ambiance téléfilm chaleureux, c'est pas prise de tête mais c'est réconfortant. Donc si vous avez une baisse de régime, que vous êtes dans une impasse, Le cœur entre les pages peut vous faire un peu oublier tout ça. Autre recommandation pour les friands et friandes de contemporain mais qui ont envie de quelque chose qui prend plus de risques, qui est plus audacieux en termes de ressenti, de trame narrative, de construction, mais aussi de sujets abordés, je vous propose le fabuleux À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce roman choral met en scène 5 personnages diamétralement opposés qui visiblement n'ont aucun lien entre eux, à savoir Titouan qui ne met plus le pied en dehors de sa chambre suite à un traumatisme assez important. On suit également Alix qui est passionnée de théâtre et qui rêve de brûler les planches et de pouvoir exprimer tout son talent, tout en découvrant au passage Armand, un papa qui a dédié sa vie au bien-être et à l'éducation de sa fille et qui s'est peut-être perdu en chemin. On va également vibrer aux côtés de Gabrielle qui tient trop à sa liberté pour s'attacher à qui que ce soit, tout en étant profondément émue par Luce, une femme qui semble inconsolable et ne plus avoir goût à rien depuis la mort de son mari. Ces 5 profils, ces 5 destinées, Manon Fargeton va les tirer comme des fils de soie pour les intriquer d'une façon bien particulière avec toute la maîtrise, tout le maelstrom d'émotions et le tonnerre de sentiments dont elle est capable parce que c'est une magicienne. Je l'ai dévoré en une soirée de panne de lecture, j'étais un peu désespérée, je l'ai ouvert par hasard et je n'ai plus pu le lâcher. J'ai ri, j'ai pleuré à chaudes larmes et il fait clairement partie de ces romans qui ont un effet cathartique qui vont vous laisser exsangue mais repu. Vous avez évacué toute la nervosité, tout le stress, toute la négativité qui vous étreignait le cœur pour laisser la place à du calme, à de la sérénité, à de la tempérance. Et rien que de vous en parler, ça me donne envie de le relire. C'était très émouvant, c'était bien fait. Un vrai plaisir. Bon, là je préfère vous prévenir tout de suite, tout de go. Avec la prochaine recommandation, je prends un risque. Ça passe ou ça casse. Mais si vous êtes comme moi, que vous aimez vous faire du bien en sanglotant allègrement, parce que vous aimez suivre des personnages, que vous êtes là pour l'ambiance et encore une fois pour cette dimension cathartique, pour l'apothéose du pleur, mais qui va vous laver de toute votre tristesse, de toute votre agonie, pour vous laisser en compagnie de personnages que vous avez appris à aimer, pour lesquels vous avez vibré et auxquels vous êtes attaché de toute votre âme. Dans ce cas-là, bienvenue dans mon équipe et n'hésitez pas à lire
La vie en chantier de Pete Fromm, publié aux éditions Gellmeister dans leur collection Totem, parce qu'alors là, vous allez vous régaler. Déjà, premier argument, Pete Fromm. Sa réputation n'est plus à asseoir. Moi, c'était le premier de l'auteur que je découvrais, donc je peux pas encore dire si c'est mon favori ou pas, mais le sujet m'a forcément interpellée dans la mesure où on va suivre Taz et Marnie, qui sont un couple marié très heureux, qui ont acheté une vieille maison un peu délabrée, paumée dans les bois, et qu'ils ont décidé de retaper tous les deux parce qu'ils n'ont pas trop de moyens mais qu'ils ont envie de se lancer dans ce projet de vie ensemble. Et c'est dans ces conditions, entre deux chantiers dans la maison et des baignades dans la rivière non loin de chez eux, que Marnie va tomber enceinte. Et là peut-être que vous vous doutez déjà de quelque chose parce que entre l'introduction que je viens de vous faire et le résumé actuel, ça ne colle pas. Les calculs ne sont pas bons. Et oui, malheureusement, Marnie va mourir en couche et Taz va se retrouver tout seul avec ce bébé, ce nouveau-né, sa petite fille, dans ce rôle de père qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas appris, qu'il ne maîtrise pas, d'autant que sa situation familiale est plus que compliquée, qu'il se retrouve un petit peu isolé dans cette maison qui n'est pas finie, avec un budget plus que limité. Comment travailler, comment retrouver goût à la vie, comment s'occuper de ce petit être quand on a déjà du mal à vivre avec soi-même après avoir été amputé de cette partie de son âme, de sa moitié, de son partenaire de vie. Ça a été une aventure déchirante. Autant vous le dire tout de suite, j'ai pleuré pendant les 70 premières pages de ce roman, non-stop, en continu. C'était la chouinade, c'était la chialade, c'était la Madeleine, la Fontaine, ce que vous voulez. Et puis progressivement, je me suis laissée embarquer dans cette aventure de vie aux côtés de ce bébé qu'on va voir évoluer à vitesse grand V au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, avec tous les personnages qui gravitent autour d'eux. C'est de l'amitié, c'est encore une fois les familles que l'on choisit, c'est les personnes qu'on rencontre dans les heures les plus sombres de notre vie, mais aussi des figures du passé qui peuvent entrer en résurgence. Ce roman, c'est un tourbillon, c'est une tornade, c'est des émotions en pagaille, c'est des moments d'extrême beauté, alternés avec du profond désespoir, de l'angoisse, de l'enfermement. Mais c'est la vie, c'est très bien exécuté et je me suis attachée à chacun de ces personnages très fort. Il me manque encore aujourd'hui, je l'ai lu l'été dernier, mais je ne peux que vous recommander de les découvrir à votre tour. Si vous n'êtes pas contre une pointe de drama familial mais que vous voulez quelque chose de plus léger que La vie en chantier, quelque chose de plus doux et pourquoi pas de l'illustrer, je ne peux que vous recommander l'une de mes lectures doudou par excellence qui n'est autre que Les jours sucrés, écrit et dessiné par Loïc Clément et Anne Montel. Et on va y suivre Clémentine, 28 ans, qui va retourner dans son village breton natal suite à la mort de son père. Et là où quelqu'un pourrait être nostalgique, un peu mélancolique de faire ce retour en arrière, Églantine pas du tout. Au contraire, il n'y a rien que des mauvais souvenirs qui y sont rattachés et surtout c'est une personne très en colère, très acariâtre qui va se lancer sur les traces de son passé et qui petit à petit pourrait refaire la paix avec toute cette douleur et cette rage contenue, le tout avec de la pâtisserie. En gros, son père était artisan, boulanger, pâtissier. Il va lui laisser son ancien commerce et elle va retomber sur ses recettes de cuisine. Le tout en renouant avec son ancienne tante un peu fantasque et l'un de ses amis d'enfance qui n'était pas très loin. Bref, tous les ingrédients sont là. Vous me dites pâtisserie, secret de famille, résilience, transmission, gourmandise, apaisement de tous ces fantômes du passé. Le tout scénarisé par Loïc Clément et illustré par l'aquarelle délicieuse de Anne Montel. Ça ne pouvait que me plaire et même si je ne l'ai pas relu depuis des années, vous voyez, ça reste quand même assez présent dans mon esprit. J'ai adoré, il faut le lire. Et on poursuit notre voyage sur cette délicieuse autoroute des lectures qui tournent autour de la famille, mais cette fois avec celle que l'on se choisit, avec un roman pareil que vous voyez un peu tourner partout en ce moment. Il s'agit de The Very Secret Society of Irregular Witches qui a été traduit en français sous le titre La société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est écrit par Sangu Mamdana et publié en français aux éditions Lumen. Et dans cette merveilleuse histoire, on va suivre Mika Moon, une sorcière d'une trentaine d'années qui vit assez isolée puisqu'il existe une seule et unique règle fondamentale et inaltérable de la société des sorcières, c'est que pour éviter une concentration trop importante de magie qui pourrait les exposer aux yeux des mortels, les sorcières ne peuvent se rencontrer qu'à des moments très précis, de façon très maîtrisée, contrôlée et succincte
pour échanger astuces, secrets, sortilèges et difficultés. Mais comme je viens de vous le dire, ça doit rester occasionnel et surtout très secret. Sauf qu'un jour, Mika va recevoir une drôle d'offre d'emploi sous la forme d'un mail qui lui demande de venir dans un manoir pour y devenir la préceptrice de 3 jeunes sœurs sorcières qui ont été élevées en marge de toutes ces règles. En arrivant sur place, Mika va très vite se rendre compte que la propriétaire des lieux n'est jamais là, c'est une philanthrope voyageuse qui navigue par monts et par vaux et qui laisse quand même les enfants au bon soin de son jardinier, du mari de ce dernier, mais aussi de sa cuisinière gouvernante, sans oublier bien évidemment au bon soin très attentif de son bibliothécaire personnel qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Mika, cette étrangère, au sein de leur petite famille. Et une fois n'est pas coutume, je pense que vous commencez à être un petit peu coutumier et coutumière de mes goûts en matière de lecture. On n'est pas là pour des enjeux de dingo. On ne va clairement pas devoir ramasser des morceaux de notre cervelle qui nous seraient sortis par les narines suite à une révélation, à un retournement de situation qu'on n'avait pas vu venir et qui nous a mis une grosse mandale en plein dans la figure. Clairement pas. On est encore une fois sur de l'ambiance, mais aussi sur des thématiques assez importantes et intemporelles qui sont traitées dans un univers où la magie existe, mais qui résonnent très clairement avec nos quotidiens de pauvres moldus, puisqu'il y a beaucoup question de solitude, de trouver sa place, de faire confiance, de guérir. C'est vrai que présenté comme ça paraît très convenu, et en même temps, je vous propose pas un roman qui va révolutionner votre perspective, votre paysage, mais qui va entrer en résonance avec des problématiques et des questionnements, et peut-être des douleurs, des blessures bien nichées au fond de vous, et qui vont entrer en résonance avec celle de Mika et de tous ces autres personnages. Ça a été mon cas et ça m'a fait beaucoup de bien, c'était un baume apaisant. Ça m'a procuré le même effet qu'une bonne cuillère de miel quand on a mal à la gorge, ou comme un tendre câlin quand on a le moral dans les chaussettes. Donc si jamais vous avez besoin de ça dans votre vie, sachez que la société très secrète des sorcières extraordinaires est là pour vous. Et c'est pas avec la prochaine recommandation non plus que je vais fissurer l'atome de l'originalité, mais dans la mesure où il ne figure pas dans la première vidéo de mes lectures doudou, puisque il y a 3 ans je ne l'avais pas lu, il faut quand même que je corrige cet affront et que si vous avez le moral dans les chaussettes et envie d'inspiration et de bonnes ondes et de positivité dans votre vie, Anne, l'héroïne imaginée et décrite par Lucy Maud Montgomery dans sa saga Anne de Green Gables, est la personne qu'il vous faut. Je me suis contentée de vous montrer les 3 premiers, mais le tome 7 vient tout juste de paraître aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Mais déjà ça faisait beaucoup de monde, c'était suffisamment lourd, et en plus ces 3-là sont mes favoris de tous les temps. Je trouve qu'ils se bonifient au fil de l'eau. En tout cas, clairement, vous ne pouvez pas ne pas faire entrer Anne dans votre vie si ce n'est pas encore fait, puisque dans le tout premier volume, on va suivre le quotidien d'une petite orpheline Anne qui va être adoptée par Matthew et Marilla Cuthberg, qui sont frères et sœurs. Et si à la base ils voulaient un garçon pour les aider pour les travaux des champs, ils vont très vite se faire à cette petite fille qui n'a pas eu la vie facile et qui pourtant arrive à tirer du positif dans tout ce qu'elle voit, dans tout ce qu'elle vit. Anne, c'est une petite fille qui perçoit tout de façon plus intense, plus lumineuse, plus exceptionnelle, plus fantasque que la moyenne. Elle arrive toujours à instiller de la magie, du bonheur, de la lumière dans tout. Elle a une imagination débordante, elle est bavarde comme une pie, et le tout relevé avec une petite tendance à la tragédie grecque. C'est excellent, c'est du tranche de vie, ce sont des chroniques, on va la suivre pendant qu'elle grandit, pendant qu'elle évolue. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ses balades dans la nature, c'est les descriptions de paysages, c'est les us et coutumes de l'époque, c'est à la fois espiègle tout en étant tendre, lumineux, parfois désespérant, parfois triste, mais surtout rafraîchissant, divertissant. Et grâce à Anne, on a envie de voir le monde du bon côté de la lorgnette, on a envie d'enfiler nos lunettes roses et de tout voir en tout plus pailleté, en tout plus brillant. Et depuis que je l'ai lu, je trouve que j'y arrive mieux dans ma propre vie. Donc lecture doudou par excellence s'il en faut, Anne, bien évidemment. Et autre petite fille aventureuse qui n'a pas les 2 pieds dans le même sabot et clairement pas la langue dans sa poche, Aubépine, écrit par Tan Picot et illustré par Carensac, c'est publié aux éditions Dupuis. Il y a 4 volumes dont j'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises sur la chaîne, mais comme ça faisait un petit moment, je me suis dit qu'une piqûre de rappel ne faisait jamais de mal, d'autant que si vous regardez la couverture du tome 2, vous comprendrez parfaitement que c'est totalement approprié pour cette période, pour l'automne. Si vous avez envie de suivre les aventures de Aubépine, qui est une petite fille qui va emménager dans un chalet paumé
à la montagne avec ses parents et qui en se baladant va tomber sur tout un tas de créatures magiques plus ou moins amicales, plus ou moins malfaisantes. Il y a une grosse ambiance qui n'est pas sans rappeler celle de Hilda de Luke Pearson. Je vous recommande les BD mais aussi leur adaptation en dessin animé disponible sur Netflix. Idem, je vous en ai déjà parlé à moult reprises, tellement je suis une passionnée de Hilda, et les auteurs de Aubépine ont déclaré eux-mêmes s'être inspirés de cet univers. Donc si vous cherchez quelque chose dans la même veine, que vous avez envie de vous divertir, d'en prendre plein les yeux avec un dessin qui est génial, un bestiaire hyper riche, avec des punchlines bien senties, et une héroïne qui va vous embarquer, vous tenez quelque chose. Et autres héros derrière lesquels il est trop bon de cavaler, et pareil, ce sera totalement indiqué pour la saison. Je vous parle des jumeaux Alex et Connor du Pays des Contes, écrits par Chris Colfer, qui nous plonge dans les aventures fantasques, foutraques et foisonnantes et riches en rebondissements pour le coup de Alex et Connor, qui vont plonger tête la première dans un livre de contes et réaliser assez rapidement que les personnages qu'ils pensaient bien connaître ne correspondent pas tout à fait à la vision qu'on avait d'eux. C'est bourré de clins d'œil à tous les héros de notre enfance. Blanche-Neige, Réponse, Boucle d'Or, le magicien d'Oz, vous en avez dans tous les sens. Il y a des dragons, il y a des fées, il y a des sorcières, il y a des gnomes, il y a des trolls. C'est drôle, c'est bien mené, c'est enlevé. Et même si dit comme ça, et en regardant les couvertures, vous avez l'impression que c'est tout cuit des petits oiseaux et que ça va être cucu la praline, absolument pas, parce que Chris Colfer, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a la capacité d'instiller l'air de rien des thématiques qui sont très actuelles, très contemporaines et surtout très importantes, parfois graves. Il y a beaucoup de diversité, d'inclusivité, de questionnement sur l'acceptation, la tolérance, les faux semblants et tout un tas de raisonnements qu'il est bon de rappeler aux jeunes lectrices, mais pas seulement. Je les ai tous dévorés il y a quelques années avec un appétit non dissimulé. Donc si vous avez envie de réécriture de contes, de jeunesse, bien enlevé, bien rythmé, bien écrit avec une jolie plume, des personnages bien campés et le tout parsemé de quelques illustrations bien senties, je ne peux que chaleureusement vous inviter à vous plonger vous aussi dans le Pays des Contes. Et puis franchement, cette couve du tome 2 là, elle crie pas un peu automne avec les dragons, ces tons un peu orange marron, je trouve que ça colle tout à fait à l'esprit du Pumpkin Autumn Challenge, si jamais vous cherchiez encore des idées. Et puisqu'on parle de romans qui ont l'allure de livres de contes et qui mettent en scène des personnages de fiction plus vrais que nature, c'est le moment parfait de sortir de ma manche une lecture d'enfance que je n'ai pas relue depuis, je pense, une vingtaine d'années, mais qui m'a marquée par-delà les époques, par-delà les décennies, que j'ai adoré, que j'ai relu un nombre incalculable de fois petite, qui m'a énormément impactée et qui a nourri mon imaginaire, et qui colle encore une fois parfaitement à la saison, donc n'hésitez pas à vous lancer si jamais vous ne l'avez jamais lu. Je vous parle de Cœur d'encre de Cornelia Funke, publié ici aux éditions Folio de chez Gallimard. Et si le CDI de votre collège n'était pas aussi bien fourni et achalandé que le mien, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de croiser sa route quand vous étiez minot, et c'est bien dommage parce que dans cette histoire on va suivre Maggie, qui est une petite fille de 12 ans qui est très proche de son papa qui s'appelle Mo, et les deux ont une passion commune et dévorante pour les livres, la lecture, sauf qu'en dépit de cette appétence, ça fait des années que son père refuse catégoriquement de lire à voix haute la moindre page, la moindre ligne, le moindre mot. C'est un tabou, c'est une interdiction infranchissable, insurmontable, qui laisse Maggie assez interdite et dubitative puisqu'elle a des souvenirs de moments extraordinaires passés en compagnie de son père en train de lire des histoires, et leur vie va entièrement basculer le jour où quelqu'un va frapper à leur porte. Et là, c'est le début d'une aventure incroyable, en lien avec les livres. Je me refuse de vous livrer une explication complémentaire, même si vous êtes un lecteur, une lectrice à peu près aguerrie, vous aurez une idée de quoi il peut retourner. Je vous invite à faire ce voyage, c'était extraordinaire. C'est riche, c'est dense, c'est inventif, parfois cruel, mais surtout toujours empreint et pétri d'amour pour la lecture, pour la littérature, pour les livres, pour les lecteurs. Il faut lire Cœur d'encre, c'est un impératif catégorique et absolu. Si ça fait minimum quelques mois que vous me suivez sur la chaîne, je suis sûre que derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire mais quand est-ce qu'elle va nous parler de Becky Chambers? Eh bien c'est maintenant. Bien sûr, il était évident, impensable de faire une vidéo de mes lectures doudou deuxième édition sans mentionner mon autrice favorite, phare de l'année, du moment. C'eût été un affront. Et j'ai choisi la duologie Histoire de moines et de robots parce qu'à mon sens, ça condense bon nombre d'idées et de réflexions
éthique, philosophique, sociale et scientifique défendue dans l'entièreté de l'œuvre de Becky Chambers, sur un socle très digeste, très abordable et surtout très optimiste, qui est l'histoire de Frère Dex, un moine de thé qui a changé du tout au tout de vie. Un jour, Yel en a eu marre de ce qu'elle faisait et a décidé de partir en quête d'un élément bien particulier qui s'avère au fond être une quête de sens, une forme de crise existentielle à peine voilée qu'on peut subir toutes et tous à un moment ou un autre de notre vie. Et je peux en témoigner puisque je suis actuellement en plein dedans. Mais ce sera là l'objet d'une autre vidéo, ne vous inquiétez pas, on en parlera suffisamment tôt. En tout cas, pour vous dire quelques mots supplémentaires sur cette histoire, Frère Dex, dans sa quête de sens, va tomber sur Omphale, qui est un représentant de l'espèce des robots qui ont été façonnés par l'homme il y a de ça des centaines et des centaines et des centaines d'années. Mais un jour, la communauté des robots a atteint un stade de conscience suffisant pour refuser de se soumettre à leur créateur. Ils ont décidé de quitter la société humaine et de s'enfoncer dans les bois pour que les deux peuples n'aient plus jamais à se côtoyer. Sauf que bien des siècles plus tard, Omphale a été chargé par ses pairs de renouer le contact pour essayer de répondre à une question plutôt vertigineuse, à savoir qu'est-ce qui rend l'homme heureux? Vous le savez, à mes yeux, que ce soit sur le fond, sur la forme, dans le message, dans l'exécution, il n'y a rien à enlever, rien à retirer, rien à retoucher. Becky Chambers est une magicienne qui arrive à nous initier à tout un tas de réflexions, de thématiques, mais parfois aussi d'éléments purement scientifiques et très technique qui n'en demeure pas moins fascinant, passionnant. J'aime son optimisme, j'aime son inclusivité, sa diversité, sa représentation, sa vision de la vie, ce qu'elle a à en dire, à en transmettre. Je ne changerai pas une ligne et je vous invite très chaudement à me faire confiance et à découvrir Becky Chambers. Et si jamais ça peut vous motiver, je mettrai dans la fiche ainsi qu'en barre d'infos le lien du vlog dans lequel je découvre et je savoure et je lis parfois des passages à voix haute d'une prière pour les signes timides qui est le tome 2 de cette duologie. C'est sans spoil et je pense que clairement ça peut être le déclencheur qui va vous faire tomber tête la première dans l'univers de cette autrice. Et puisque je suis allègrement et sans vergogne en train de continuer ma campagne de lobbying pour vous inciter à lire tout ce qui m'a le plus plu cette année, autant vous parler d'Irayasumi de Keigo Shinzo, publié aux éditions du Lézard Noir, qui nous raconte l'histoire de Hiroto, presque trentenaire, qui vivote d'un petit boulot tranquille sans se poser davantage de questions. Il s'entend extrêmement bien avec les petits vieux de son quartier, à tel point qu'il va nouer une amitié très tendre avec une vieille un peu acariâtre qui l'invite à dîner plusieurs fois par semaine chez elle, jusqu'au jour où cette dernière va trépasser et lui léguer sa maison en héritage, maison dans laquelle Hiroto et sa cousine vont s'installer puisque la jeune femme débarque à Tokyo pour entamer des études dans une fac d'art, et c'est tout simplement le récit de leur quotidien, de leurs aventures, de leurs petits tracas, de leurs grands soucis, de leurs angoisses, de leurs fulgurances, de leurs joies, de leurs rencontres. Il n'y a pas plus lumineux. Pendant le premier tome, je suis passée du rire aux larmes en une double page, anecdote absolument véridique et sans aucun trucage. Il faut lire Irayasumi. Il y a 3 tomes déjà disponibles, ce sera une série qui en comptera 5, donc vous avez déjà plus de la moitié à vous mettre sous la dent, et croyez-moi, vous voulez Irayasumi dans votre vie, vous voulez de la lumière, vous voulez de la douceur, vous voulez ces personnages comme amis, lisez Irayasumi. Pour celles et ceux qui traînent depuis fort longtemps sur cette chaîne, vous n'aurez sans doute pas oublié mon amour pour les albums jeunesse qui a été grandement exacerbé depuis la naissance de ma fille, et je peux vous dire que la dernière fois que je lui ai lu Les riches heures de Jacominus Gainsborough, qui est écrit par Rebecca D'Outremer et publié aux éditions Sarbacane, j'ai eu du mal à venir à bout de certaines pages tellement les sanglots m'enserraient les cordes vocales. Mais c'est une merveilleuse histoire puisqu'on va tout simplement suivre la vie, étape par étape, grands moments comme petits instants, jusqu'à la fin de Jacominus Gainsborough, qui est ce petit lapin, dans toute sa subtilité, sa tendresse, sa justesse, son humanité. Rebecca D'Outremer est une magicienne qui a une patte très reconnaissable, parfaitement identifiable, qui ne sera pas forcément du goût de tout le monde parce qu'il y a un aspect très figé et solennel dans son dessin, mais qui m'émeut énormément, que je trouve élégant et mature et mélancolique en diable. Et Jacominus Gainsborough, c'est peut-être un album jeunesse, mais c'est une histoire intemporelle qui parlera à toutes les tranches d'âge, et je trouve que c'est un moment à s'offrir soit adulte, mais aussi à transmettre avec les plus petits, avec les plus jeunes. Et laissez-moi vous dire que vous aurez de quoi discuter et que vous aussi vous risquez d'avoir l'œil humide, mais que ça vaut clairement le détour, parce que j'ai peut-être les cordes vocales serrées par les sanglots, mais le cœur rempli et gonflé d'amour et de l'envie de bouffer le monde à chaque fois que je referme la dernière page. Et voilà, ça en est tout pour cette deuxième édition de mes lectures doudou favorites, que je vous recommande de savourer bien chaleureusement installé sous un plaid avec votre boisson chaude préférée
en main. Faites-vous plaisir et surtout n'hésitez pas, sentez-vous libre de partager les lectures qui vous ont le plus marqué, gonflé d'amour, d'émotion, que vous avez envie de lire et relire quand ça va bien, quand ça va mal et que vous avez envie de transmettre. Vraiment, j'ai très hâte de vous lire, donc lâchez-vous, ça me fera immensément plaisir. Et en attendant, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog lecture. Ciao ciao!